Ubi Societas, Ibius, là où il y a la société, il y a le droit. Très chers téléspectateurs, bonsoir et bonjour. Bienvenue dans votre émission Je dis le droit. Très heureux de vous savoir toujours nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission qui a pour objectif de vous former et de vous informer sur toutes les questions de droit qui se posent dans notre société et sur toutes les questions d'actualité de droit qui se posent dans notre société, comme on l'a fait à l'émission précédente. Très chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous vous avons aussi apporté un thème aussi intéressant. Nous parlerons sur la loi portant règles applicables sur la sous-traitance avec mon invité. Il s'agit de M. Randy Kalai, qui est juriste et chercheur en droit des affaires, à qui je dis bonsoir M. Randy. Bonsoir M. Joss. Très chers téléspectateurs, comme annoncé, nous aurons un regard sur la nouvelle loi qui sera bientôt d'application. C'est la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance. Ensemble avec mon invité, nous allons essayer de décortiquer qu'est-ce que la loi sur la sous-traitance apporte de nouveau. La nouvelle loi sur la sous-traitance, qu'est-ce que ça apporte de nouveau? Quelles sont les conditions pour être dans une situation de sous-traitance? Peut-être essayer aussi d'apporter quelques lumières par rapport à ce que disent certaines personnes, que cette loi aura de répercussions négatives par rapport à notre économie. Ensemble avec mon invité, nous aurons à parler sur ces différents points. Monsieur Randy, nous venons déjà de planter les décors comme toujours. Est-ce que nos téléspectateurs peuvent comprendre, comment nos téléspectateurs peuvent comprendre la sous-traitance? Comment définit-on la notion de la sous-traitance? Eh bien, monsieur, juste pour un premier temps, je partirai déjà de la définition qui nous a été proposée déjà par la loi en question. Elle dit que la sous-traitance est une activité ou une opération effectuée par une entreprise dite sous-traitante pour le compte d'une entreprise dite entreprise principale, et l'activité en question devra concourir plutôt à la réalisation du contrat qui a été conclu entre l'entreprise principale et le maître d'ouvrage. Ce qui revient à dire que le contrat de la sous-traitance, au fait, dans le secteur privé, met en œuvre trois acteurs. Il y a premièrement le maître d'ouvrage pour lequel l'activité principale devra être exécutée. Il y a également l'entrepreneur principal qui exécute le contrat, bien évidemment. Et puis, il y a l'entreprise sous-traitante à laquelle l'entreprise principale recourt pour l'exécution de tout ou partie de ce contrat qui a été conclu initialement entre l'entrepreneur principal et le maître d'ouvrage. Et donc, vous dites que le contrat de sous-traitance met en exergue, met en relation trois parties. Exactement. C'est-à-dire le maître d'ouvrage, de l'entreprise principale et de l'entreprise sous-traitante. Ouais. Est-ce qu'il y a possibilité de transformer un contrat de sous-traitance à un contrat de travail? Est-ce que cela aussi est possible de faire? En fait, la sous-traitance dont nous sommes en train de parler ici est beaucoup plus fixée en ce qui concerne le marché privé. C'est-à-dire que déjà dans l'exposé de motifs de la loi, nous savons déjà jauger l'intention du législateur. Le législateur voulait résoudre un problème qui était récurrent en ce qui concerne la sous-traitance dans le marché privé, beaucoup plus dans le domaine des infrastructures, de la construction, des mines, des transports et puis des télécommunications. C'était beaucoup plus dans cet aspect-là parce que le législateur voulait tout simplement éviter qu'il y ait un afflux de sous-traitants étrangers au détriment des sous-traitants nationaux. Et très bien. Et comment pouvons-nous reconnaître les critères de légitimité pour être dans une relation de sous-traitance ou dans un contrat de sous-traitance? Oui, bien évidemment, le marché de la sous-traitance, le marché privé de la sous-traitance, voulais-je dire, voudrait assez que, pour un premier temps, l'entreprise sous-traitante soit une entreprise à capitaux congolais,
et puis que l'entreprise puisse passer au niveau du guichet unique de création d'entreprise pour se formaliser, c'est-à-dire avoir un numéro RCCM, un numéro de registre de crédit, un registre de commerce et de crédit immobilier, également un numéro d'attestation fiscale, un numéro d'affiliation de l'INSS, en fait tous les documents requis au niveau du guichet unique de création d'entreprise doivent être bien évidemment à la possession de... Nous allons revenir sur le principe posé sur les capitaux congolais et que vous avez à peine d'annoncer, mais j'aimerais bien que vous puissiez nous donner un peu l'éclaircissement par rapport à ce que dit la loi, parce que nous l'avions dit aux téléspectateurs que nous jetons un regard par rapport à la nouvelle loi qui sera bientôt d'application. La loi pose pour principe que la sous-traitance porte sur les activités connexes ou annexes. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, lorsque la loi parle des activités annexes, c'est-à-dire que ce sont des activités qui sont liées directement à l'activité principale. Et quand on parle des activités connexes, on voit des activités bien évidemment qui sont liées indirectement à l'activité principale, telles que la buanderie, l'hôtellerie, la restauration, la police anti-incendie, toutes ces activités-là qui peuvent concourir de manière indirecte à la réalisation de l'activité principale qui fait l'objet bien évidemment du contrat qui a été conclu entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur principal. L'entreprise sous-traitante peut aussi avoir un contrat pour exécuter tout le travail. Exactement. La sous-traitante porte sur une partie, tout comme sur la totalité de l'activité principale. D'accord. Voilà. Et donc, vous n'êtes pas d'avis pour ceux qui disent que le contrat de sous-traitance n'est que possible pour l'entreprise qui exécute une partie et non la totalité du contrat? En fait, au regard de la loi également, le législateur, je crois qu'il est vraiment précis en ce qui concerne la loi de la sous-traitance. Déjà dans la définition, on sait reconnaître que la sous-traitance porte sur une partie, tout comme la totalité de l'activité principale. Il y a le président du guichet unique des États-Unis, je pense, M. Christopher de Paty, qui disait lors de son passage ici en République démocratique du Congo que par rapport à la loi, les entreprises congolaises ou les entreprises auront du mal à fonctionner si cette loi arrivait à s'appliquer. Vous êtes d'avis avec... Oui, je crois que si seulement il faudra réfléchir dans le même sens que lui, j'ai l'impression qu'il a beaucoup plus mis un accent particulier sur l'expertise. Parce que il ne suffit pas seulement de dire que non, voilà, la sous-traitance nationale est rendue obligatoire pour le marché privé, bien évidemment, mais il faudra également que les PME à capitaux congolais, dont on parle dans la loi, puissent être à même de fournir l'expertise requise. C'est beaucoup plus dans ce sens-là, parce que c'est un marché, et le marché requiert une certaine concurrence, une certaine compétitivité. D'où, naturellement, le choix, en tout cas, sera fait pour la PME à capitaux congolais qui présente l'expertise requise pour l'exécution du marché. Quand la loi veut simplement que ceux qui peuvent être dans un contrat de sous-traitance soient des entreprises à capitaux congolais promis par les Congolais, on met de côté tout ce qu'il y a comme entreprise étrangère. Voilà déjà, c'est une... Justement, ça c'est le principe, c'est ce que justifie d'ailleurs le côté trop protectionniste de la loi, qui est déploré par certaines personnes. Le souci, c'était tout simplement de permettre aux PME à capitaux congolais d'avoir un large éventail sur le marché privé de la sous-traitance, parce que hier, on avait constaté que ce marché-là de la sous-traitance faisait l'objet de beaucoup d'abus, surtout dans le domaine des mines, dans le domaine de télécommunications. Est-ce que cette nouvelle loi aussi porte sur les domaines de mines? Exactement. Cette loi s'applique aussi pour le domaine de mines? Exactement, parce que c'est une réponse à cette question-là. Parce que la grande question qui se posait, c'était de savoir si seulement on pouvait retrouver des PME à capitaux congolais en ce qui concerne le marché de la sous-traitance pour le secteur des mines, des infrastructures, le secteur des télécommunications et des transports, qui, hier, était beaucoup plus l'apanage des étrangers. Et tout simplement pour permettre aux PME à capitaux congolais de pouvoir jouir de ce marché privé de la sous-traitance, il fallait bien évidemment promulguer une telle loi. Et je crois que je salue le législateur congolais pour avoir pris cette initiative-là.
parce qu'il faudra bien évidemment faire en sorte que tous ces capitaux-là puissent être retenus ici en République démocratique du Congo, parce qu'on sait que cela contribue bien évidemment à la formation du PIB, et puis cela est de nature à créer des emplois pour les Congolais qui vivent ici en République démocratique du Congo. Très chers téléspectateurs, nous sommes là en train de parler d'une question aussi technique. Il s'agit de la loi la loi portant règles applicables à la sous-traitance. Nous avions reçu pour vous M. Randy Kalaï, il est chercheur et juriste, comme je le dis au début, il est chercheur en droit des affaires. Avec lui, nous sommes en train d'analyser la question sur la loi sur la sous-traitance. Monsieur Randy, vous venez de dire c'est pour essayer de faciliter la création des emplois et donner la possibilité aux Congolais de créer des entreprises. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent que cette loi viole la Constitution? Ouais, dans une certaine mesure, oui, parce que déjà, quand on lit l'article 35 de la Constitution, on constate que le législateur a bien précisé que l'initiative privée est réservée tant aux nationaux qu'aux étrangers. Si seulement il faut partir de ce principe-là, il y a lieu de recuser, dans une certaine mesure, cette loi qui met de côté le recours à la sous-traitance étrangère. C'est vrai que le principe dans la loi, c'est qu'il faut obligatoirement recourir à la préférence nationale pour ce qui est de la sous-traitance. Mais il y a également des exceptions par rapport à la loi en question. D'accord. Oui, il y a des exceptions. Quelles sont les exceptions? En fait, l'exception, c'est que on peut recourir à la sous-traitance étrangère, mais à des conditions bien précises. Okay. Premièrement, il faut que le marché ne puisse pas excéder 6 mois. Et deuxièmement, il faut que l'entrepreneur principal arrive à prouver que ici en République démocratique du Congo, il y a un problème d'inaccessibilité et d'indisponibilité de l'expertise. Et il ne s'arrête pas seulement là, le législateur. L'entrepreneur principal devra bien évidemment en informer l'autorité locale compétente. Et dans cette matière, l'autorité compétente, c'est qui? Bon, en fait, ça dépendra du lieu où vous êtes en train d'exécuter le marché, ou peut-être la sous-traitance, si je veux dire. Vous soutenez ici que la loi, la nouvelle loi est en contradiction avec la Constitution. Comment vouliez-vous que nous puissions laisser une loi qui peut-être est en entorse avec la Constitution et voire même d'autres lois que nous avions ratifiées? Parce que vous savez très bien que notre pays est partie membre de beaucoup d'organisations, tant régionales qu'internationales. Comment pouvions-nous accepter qu'une telle loi soit d'application quand il est en contradiction avec d'autres lois naturellement, sur le plan national, je crois que la Constitution a également réservé une certaine latitude aux nationaux afin de pouvoir user du recours en inconstitutionnalité. Ouais. Donc voilà. C'est peut-être dans ce sens-là, si seulement vous trouvez qu'une loi est inconstitutionnelle, il y a la procédure du recours au niveau de la Cour constitutionnelle pour attaquer cette loi-là d'inconstitutionnalité. C'est une, comment je peux dire, c'est une prérogative qui a été reconnue aux nationaux. Et du fait que la République démocratique du Congo fait partie des beaucoup d'organisations régionales, sous-régionales et puis internationales, ça se justifie. Ça se justifie parce que déjà, en ce qui concerne le commerce international, cela constitue un péché. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà le principe du traitement national qui est violé par cette loi-là. Et le principe du traitement national plutôt, voudrait qu'on ne puisse pas modifier les règles de la concurrence. Voilà que la RDC aujourd'hui, avec la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé, énerve un tout petit peu les conditions de ce principe-là. S'il faille que nous puissions recourir à l'inconstitutionnalité de cette loi, quand est-ce que nous pourrions le faire? Parce que le délai, apparemment, la loi sera mise en application au mois de mars. Est-ce que cette loi sera mise en application en attendant qu'il y ait recours, ou devons-nous déjà chercher à trouver qu'il y ait modification de certains articles pour que cela ne favorise pas certaines personnes et défavorise d'autres, parce que nous sommes là dans une situation de libre-échange, comme vous venez de le dire? Bon, en fait, sur le plan national, la loi est déjà d'application du fait que
Elle a déjà été promulguée. Mais il y a eu un délai de... Ouais, justement, il y a eu un délai qui a été... Ouais, un délai à observer en ce qui concerne les entrepreneurs principaux qui avaient conclu des contrats de sous-traitance avant la promulgation de cette loi. Et on leur avait donné un moratoire d'une année, c'est-à-dire pratiquement à partir du 8 février 2018, ces entrepreneurs principaux devront convertir leurs contrats selon les exigences de cette loi. Au cas contraire, ils seront obligés, pour ceux qui du recours à la sous-traitance, de recourir, de transformer leurs entreprises en entreprises de droit congolais. Donc certains juristes, certains penseurs pensent que si une telle loi a été promulguée, c'est parce que vous craignez que même lorsqu'on vous met dans une situation de concurrence, que vous puissiez toujours perdre le marché parce que l'expertise n'est pas à votre faveur. Oui, évidemment, mais je crois que déjà dans la loi, si vous lisez l'article 12, vous constatez que le législateur a prévu l'hypothèse de mettre en place sur le plan national une politique de formation des PME à capitaux congolais afin de leur permettre de pouvoir bénéficier de la qualification ainsi que de la technicité requise pour être compétitive dans le marché de la sous-traitance. Parce que le grand problème là, c'est un problème d'expertise et de compétitivité. D'accord. Mais à quand cela sera fait? Parce que déjà là, nous serons en application. Est-ce que nous avions aujourd'hui des entreprises sous-traitances capables de prendre la relève sur le plan de mine, par exemple? Surtout pour le secteur minier, en tout cas, je doute fort parce que c'est un secteur qui demande beaucoup de capitaux et beaucoup d'expertise, bien évidemment. Donc pour ce secteur-là, il est tout à fait naturel que ce soit beaucoup plus l'apanage des étrangers. Mais je crois que dans les jours qui viennent, il y aura bien évidemment de plus en plus de PME à capitaux congolais qui pourront compétir dans ce domaine-là au même titre que les entreprises étrangères qui sont dans le marché de la sous-traitance. Et ce qui tue au fait cette loi, c'est quoi actuellement? C'est que jusque-là, il n'y a pas encore de mesures d'application. C'est-à-dire l'exécutif n'a pas suivi le législatif. Il n'y a pas encore de mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'exécution, la pratique de cette loi. Donc, on dit que cette loi souffre encore malgré sa promulgation. Jusque-là, parce que les mesures d'exécution viendront bien évidemment préciser les contours de la loi en question, de telle sorte qu'on sache bien évidemment les limites qui sont bien évidemment recélées par la loi. Bon, comme vous le dites si bien que les modalités d'application n'ont pas encore été précisées, mais déjà, moi je m'en tiens toujours au délai parce que je suis sûr que nous allons rapidement et sûrement vers le délai à observer. Bientôt, là, la loi sera comme prévu d'application. Évidemment. Ceux qui ne se conformeront pas à cette loi, est-ce qu'il y a des sanctions prévues pour des entreprises sous-traitantes qui continueront à œuvrer sur ces domaines-là? Oui, justement, la sanction, c'est tout simplement la nullité absolue de leur contrat. Ils fermeront leurs entreprises. Oui, ils sont obligés de le faire parce que, au cas contraire, ces entreprises devront se convertir plutôt en entreprises de droit congolais. Comment cela va se faire? Comment ils font? Elles seront obligées de passer au niveau du guichet unique de création d'entreprise pour remplir toutes les formalités requises parce que tous les documents qui sont requis pour être éligibles dans le marché de la sous-traitance, ce sont des documents qui sont délivrés par le guichet unique de création d'entreprise. Le numéro RCCM, le numéro impôt, le numéro d'identification nationale, tous les autres documents sont délivrés au niveau du guichet unique de création d'entreprise. Cette sanction-là frappera et l'entreprise principale ou seulement l'entreprise sous-traitante? C'est beaucoup plus pour les entreprises sous-traitantes parce que la loi sous examen porte sur les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé. Parce que la loi régit bien évidemment les rapports qui existent entre l'entreprise sous-traitante et l'entreprise principale. C'est là où se trouve beaucoup plus la grande présenteur de la loi. Si vous pouvez nous éclairer encore une fois de plus, M. Randy, quand vous dites que la loi sera mise en application déjà au mois de février et qu'il faudrait qu'il y ait de mesures d'application qui doivent être précisées par l'exécutif, nous pouvions toujours comprendre que même après le mois de février, s'il n'y a pas ces mesures d'application, les entreprises sous-traitantes
étrangères peuvent encore continuer parce que la loi n'est pas complète. Bon, en fait, la loi, elle est déjà là. La loi, elle est impersonnelle, comme on dit. Et puis, du moment où elle a été promulguée, elle devient opposable à tous. D'accord. Donc, naturellement, d'application. Les mesures d'exécution ou les mesures d'accompagnement viendront tout simplement préciser les contours de la loi. Okay. De telle sorte qu'il n'y ait pas trop d'ambiguïté en ce qui concerne l'exercice des activités de la sous-traitance. Parce que jusque-là, dans la pratique, il y a lieu de dire que la sous-traitance relève bien évidemment des entreprises privées, étrangères je veux dire. Ok. Voilà. Très chers téléspectateurs, nous sommes là en train d'analyser avec mon invité, M. Randy Kalaï, sur une question technique, comme je viens de le dire, la loi portant règles applicables, fixant les règles applicables sur la sous-traitance. Vous avez suivi que cette loi sera bientôt mise en application, déjà vers le mois de février à la fin. Comme prévu, les délais observés par toutes les entreprises sous-traitantes étrangères qui doivent, s'ils veulent bien continuer à œuvrer sur le sol congolais, c'est transformer à des entreprises à capitaux congolais et suivre les différents critères tels qu'annoncés par M. Randy, aller voir, se rendre au guichet unique pour avoir le RCCM et autres documents. Et avoir autres documents afin de devenir de capitaux congolais. Est-ce que vous êtes d'accord que cette loi, lorsqu'elle sera mise en application, cela favoriserait la création d'emplois et faire en sorte que beaucoup de jeunes qui sont dans le chômage trouvent de l'emploi? Évidemment, parce que la vision du législateur, c'est de protéger la main-d'œuvre nationale. Et puis on suppose que en créant des entreprises qui peuvent œuvrer dans le secteur de la sous-traitance, cela amène naturellement à la création des richesses et puis cela est de nature à chasser le chômage dans le chef des jeunes. Et moi, je pense que pour un premier temps, je dois rester optimiste. Okay. Je me dis que cette loi pourra bien évidemment permettre aux jeunes Congolais de pouvoir créer de plus en plus d'emplois. Okay. C'est juste question de porter à leur intention les informations qui se retrouvent dans les différents textes juridiques qui les concernent bien évidemment pour leur permettre bien évidemment d'être des véritables créateurs d'emplois, s'il faut le dire. Ok, donc vous n'êtes pas sûr que si la loi laissait aussi la possibilité aux entreprises étrangères d'œuvrer en même temps ou en concurrence avec les entreprises sous-traitantes congolaises, seuls les Congolais n'allaient pas travailler calmement? En fait, à ce niveau-ci, je pense que la part des pouvoirs publics également devrait être considérée. Okay. Parce que, en lisant la loi, on constate que le législateur met un accent particulier sur le fait que les pouvoirs publics devront mettre en place une politique de formation. Okay. Et cette politique de formation doit beaucoup plus porter sur l'idée de permettre aux PME à capitaux congolais d'acquérir l'expertise, d'acquérir la technicité, d'acquérir la qualification. Voilà qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous avons des institutions comme l'INPP, okay, qui, bien évidemment, forme aussi des jeunes en ce qui concerne l'expertise, la technicité. Il y a également l'Office de promotion de petites et moyennes entreprises qui, depuis un moment, s'est lancé dans un projet d'implantation d'incubateurs de PME. Okay. Et je crois que cela est déjà largement suffisant pour permettre aux PME, plutôt aux jeunes Congolais, de créer des entreprises et de devenir de plus en plus riches. Parce que la richesse en République démocratique du Congo, je l'ai toujours dit, okay, la richesse, ce n'est pas dans la politique qu'on devient riche. C'est dans l'entrepreneuriat. Okay. C'est dans la création d'emplois qu'on devient riche. Okay. Et je crois que c'est le message qu'il faudra aujourd'hui lancer à la jeunesse congolaise. Très bien, quand vous parlez d'entrepreneuriat, il y a encore certains jeunes qui disent que c'est bien de donner de nouvelles lois, mais vous leur mettez le boulot d'étranglement dans la gorge lorsque vous leur fixez beaucoup de taxes et des impôts à payer. C'est là aussi constitue cette façon de fragiliser le jeune de ne pas créer les emplois. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, évidemment, parce que bon, ce qui est vrai, c'est que la RDC, depuis un certain moment, s'est lancée dans une logique de l'amélioration du climat des affaires. Okay. Je crois qu'il y a des efforts quand même qui sont en train d'être fournis pour essayer un peu de ne pas trop imposer les entrepreneurs, parce qu'il faut le dire, hein, les entrepreneurs ont horreur de la fiscalité. Okay. Quand vous êtes dans un État où il y a
l'hyperfiscalité, naturellement, vous allez faire fuir les entrepreneurs. Ce qui ne favorise pas que le jeune Congolais crée plus d'emplois, parce qu'ils disent que dans leur propre sol, ils reçoivent beaucoup des impôts qui ne leur permettent pas de bien travailler. Cet argument-là, en tout cas, je pense qu'il n'est pas si absolu que ça, parce que l'idée de créer un emploi, ou peut-être l'idée de créer une entreprise, ne doit pas toujours tenir compte de l'aspect fiscalisé. Parce qu'il faut dire également, le souci de payer l'impôt relève également du civisme fiscal. Okay. Parce que la plupart des États modernes se sont développés par la fiscalité. Je crois qu'un entrepreneur, dans la mesure où il se lance dans les affaires, ou bien un jeune qui veut créer une entreprise en République démocratique du Congo, doit savoir qu'à un certain moment, au nom du civisme fiscal, il devra payer l'impôt. Ok, je vous regarde. Très chers téléspectateurs, nous voici arrivés à la fin de notre mission. Nous avions reçu pour vous M. Randu Kalaï, qui est juriste et chercheur en droit des affaires. Avec lui, nous avions analysé sur la nouvelle loi qui fixe les règles applicables à la sous-traitance. Très chers téléspectateurs, vous avez suivi avec beaucoup d'attention notre invité. Nous lui avons donné encore un peu de temps pour nous donner son mot de conclusion et de donner un message aux jeunes Congolais qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a de faveurs ou de possibilités pour eux de travailler avec cette nouvelle loi portant règles applicables à la sous-traitance? Oui, bien évidemment, parce que la loi s'inscrit dans une logique de promotion des activités de petites et moyennes entreprises à capitaux congolais. Okay. Et naturellement, c'est une loi qui favorise la création des emplois. C'est une loi également qui exhorte la jeunesse congolaise à créer des emplois de telle sorte qu'ils arrivent bien évidemment à s'insérer dans le marché de la sous-traitance pour ce qui est du secteur privé. Parce qu'il faut le dire que le développement de ce pays doit également passer par la création des entreprises, doit également passer par un accent particulier sur l'entrepreneuriat. Okay. Voilà. Voilà. Est-ce que nous pouvions encore poser une dernière question? Y a-t-il un capital précis pour créer une entreprise aujourd'hui en RDC, vous qui êtes dans ce domaine? Combien il faut avoir pour créer une entreprise aujourd'hui en République démocratique du Congo? En fait, pour ce qui est de la formalité, vous voulez dire des formalités pour de la formalité et comment constituer le capital? Ça dépend de la forme de société que vous voulez adopter. Si vous voulez être une SA, vous voulez être une SARL, tout dépend. Parce qu'aujourd'hui déjà, avec la SRL, il n'y a pas de seuil qui a été fixé pour ce qui est du capital social. Okay. Ouais, il suffit seulement que vous puissiez avoir une somme qui puisse vous permettre de réaliser l'objet social et ça passe aujourd'hui. Okay. Donc tout dépend de la forme de société que vous voulez créer. Et donc voilà, il suffit seulement de passer au niveau du guichet unique de création d'entreprise et là on remplit toutes les formalités. Il n'y a pas beaucoup de conditions. Bon, en République démocratique du Congo actuellement, si vous voulez créer une société commerciale, il suffit seulement d'avoir 120 $. 120 $. Oui, quand vous avez 120 $, vous passez au niveau du guichet unique de création d'entreprise. Je crois au bout de 3 jours comme ça, vous aurez tous vos documents et vous aurez une société à vous. Et selon que vous voulez créer une entreprise individuelle, il vous faudra tout simplement de vous munir de vos 40 $. D'accord. Et au bout de 3 jours, vous aurez tous les documents requis. Merci beaucoup, M. Randu Kalaï, d'avoir passé chez nous sur notre émission. Comment avez-vous trouvé l'émission en 2 mots? Magnifique et édifiante. Merci beaucoup. Très chers téléspectateurs, c'est ici où nous mettons fin à notre émission. Nous avions parlé, comme annoncé, un regard sur la loi portant règles applicables à la sous-traitance. Nous vous promettons que nous aurons de descente au niveau de guichet unique pour voir comment est-ce que les choses se passent pour créer une entreprise en République démocratique du Congo. Très chers téléspectateurs, c'est ici que nous mettons fin et nous vous disons au revoir et à la prochaine. Merci.